Donc merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour cette conférence intitulée Astuces FinOps entre mythe et réalité. Donc je suis Émeric et aussi Sébastien, on est les cofondateurs de Cloud Easier, qui est une structure qui est spécialisée dans le FinOps. Et l'objectif de cette conférence, c'est de parcourir un petit peu les principaux leviers FinOps que vous connaissez tous déjà probablement, et pour voir leur vrai impact sur la facture de manière chiffrée au travers d'une série de use cases. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Alors simplement, avant de démarrer, une petite question. Combien d'entre vous ont déjà utilisé une calculette d'un cloud provider pour faire un petit devis, une cotation? Ok. 2 calculettes de 2 cloud providers différents? Il y en a certains. Ok. Allez, 3 calculettes. Est-ce qu'il y a des joueurs? Ah, quelques-uns quand même, d'accord. Donc effectivement, si vous avez déjà fait cet exercice-là, vous vous êtes déjà confronté à quelque chose qui était assez complexe et à la première problématique autour de la gestion des coûts dans le cloud, qui est comprendre les différents modèles de vente des cloud providers et être capable de les comparer entre eux. Donc on a des notions d'upfront, des notions de réservation, des notions d'instance préemptible, du cashback, des licences, bref, on a tout un tas de leviers pour comprendre comment sont construits les coûts sur les cloud providers, et c'est pas forcément évident à appréhender tout de suite. Le deuxième enjeu sur la gestion des coûts dans le cloud, c'est la capacité de budgéter ces dépenses dans le cloud. C'est la grande promesse du cloud, hein, c'est que c'est une boîte de bonbons. Donc une fois qu'on ouvre la boîte de bonbons, tout le monde consomme. On paye à la consommation, donc en plus on a envie de consommer. Et en plus de ça, il n'y a pas de fond à la boîte de bonbons. C'est pas comme dans le data center. Une fois qu'on a rempli les serveurs, on a rempli les serveurs. Là, dans le cloud, on n'a jamais la limite technique de capacité qui est atteinte. Donc il faut savoir budgéter ces ressources cloud. Une fois qu'on les a budgétés, il faut être capable de surveiller la consommation qu'on a sur le cloud, donc de faire du reporting en temps réel, peut-être même de faire de la refacturation à des business units ou à des équipes projets. Et puis le dernier enjeu sur la gestion des coûts dans le cloud, c'est d'être capable de réaliser une veille, puisque les nouveaux modèles de vente évoluent tout le temps. Les cloud providers sont là-dessus très inventifs, on va dire. Pas plus tard que cette nuit, on a eu une news sur le modèle de vente d'Azure qui a mis à disposition des réservations sur des ressources qui n'étaient pas réservables jusqu'ici, donc des leviers d'économie sur la partie stockage, par exemple. Donc ça date de cette nuit, et il y en a comme ça quasiment toutes les semaines, donc il faut se maintenir à jour pour être capable de toujours optimiser sa facture cloud. Une fois qu'on s'est dit ça, pour adresser cette problématique de gestion des coûts dans le cloud, on a créé la notion de FinOps, donc FinOps comme Financial Optimization, donc être capable d'optimiser les coûts dans le cloud. Donc à travers une série d'exemples pour la suite de la présentation, on va vous présenter les différents leviers FinOps classiques et quels sont leurs impacts concrets sur la facture via des use cases et des cotations précises. Juste avant de démarrer les use cases, il y a une notion qu'on va manipuler un petit peu beaucoup sur cette présentation, donc on souhaite vous expliquer pour qu'on soit sûr d'avoir tous les mêmes bases. C'est la notion d'upfront. Donc l'upfront, c'est la capacité de faire un prépaiement sur une ressource cloud pour la payer moins cher sur la durée. Donc en fait, là vous avez un graphe qui représente la courbe du bas, c'est sans upfront, donc on va payer tous les mois 10 $. La courbe intermédiaire, c'est la courbe partielle upfront. Donc au début, on fait un paiement initial de 50 $ et puis on paye après un peu moins tous les mois. Donc à la fin de l'année, on n'aura payé que 110 $. Et puis la dernière courbe, c'est la courbe full upfront. Donc là, on paye tout d'un coup au moment de la création du serveur, en l'occurrence 80 $, et puis on paye plus rien le long du mois. Voilà. Une fois qu'on a fait cette petite définition, on peut attaquer la partie démonstration avec les use cases de cotation. Et je passe la main à Sébastien pour cette partie-là. Alors, Sébastien, le premier levier qui est souvent évoqué, c'est le levier des upfront et des réservations, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'impact de l'upfront et des réservations sur la facture cloud? Oui, alors pour faire ça, on va utiliser l'application qu'on a développée, Émeric et moi, sur la structure Cloud Easier. Donc c'est un calculateur multi-cloud qui permet de faire des simulations financières sur pas mal d'aspects du cloud. Donc là, en l'occurrence, on voudrait connaître l'impact de la partie réservation sur un serveur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter un serveur, on va choisir un Linux, on va rester sur une machine
2 CPU, 4 Go de RAM. Alors, en introduction, on va voir des résultats qui présentent des tarifs sur tous les providers. Là, le but, c'est pas forcément de comparer directement les tarifs des différents providers. On le fera sûrement en fin d'exercice, mais là, on veut vraiment voir l'impact de l'aspect réservation. Donc, c'est sur là-dessus qu'il faut se concentrer. Et le deuxième petit warning en introduction, c'est qu'on va présenter des comparatifs en termes de pourcentage qui ne sont pas les pourcentages que vous verrez sur les fiches tarifaires des cloud providers. Les pourcentages qui vous annoncent sont uniquement sur la partie compute. Mais ce qui est intéressant, c'est le prix total du serveur, y compris ses disques. Et en l'occurrence, à l'exception près de l'annonce de Microsoft de cette nuit, il n'y a pas de réservation possible sur la partie stockage, donc du coup les pourcentages de gains sont un peu plus faibles que ce qui est annoncé sur les sites des cloud providers. Voilà, donc du coup on va lancer la cotation. Donc on a les différents résultats chez les différents cloud providers et les différentes régions. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir sur chaque provider le modèle de réservation et son impact. Alors ici, je suis premier résultat chez Google. Donc j'avais un modèle sans réservation qui nous coûte 46 €, presque 47 par mois. Une réservation d'1 an à moins 9%, une réservation de 3 ans à moins 31%. Donc anticiper la durée de vie du serveur permet de faire des économies assez fortes sur le prix total du serveur. Le modèle est assez simple, on n'a que 1 an ou 3 ans, il n'y a pas de notion de front chez Google, donc c'est un modèle simple. Chez Amazon, modèle plus compliqué, on a 6 modèles de réservation selon la capacité de front qu'on veut mettre en place. On peut prendre tous les use cases qu'on a vus en début de présentation, option front partielle, totale ou pas de front du tout. Ici, on n'a que les réservations standards. On ne fait pas apparaître ici les réservations convertibles qui existent aussi, qui sont encore un autre modèle un petit peu moins avantageux, mais qui est rendu obsolète par les annonces de la semaine dernière sur les saving plans. Donc on se concentre sur les réservations standards. Les gains ici sont entre moins 25 et moins 47% sur cette machine-là. Même chose, on a des gains assez importants. Et chez Azure, on a un modèle qui est proche de celui de Google aujourd'hui, avec des gains qui sont entre moins 34 et moins 53%. On n'aurait pas pu vous montrer exactement ce résultat-là il y a quelques semaines. Azure avait un upfront obligatoire il y a encore jusqu'à mi-septembre, et qui a été supprimé sans impact sur le tarif. Donc maintenant, on a juste un paiement mensuel des réservations, ce qui simplifie pas mal le modèle. Ok, donc en synthèse, on voit que les réservations et les upfront, c'est entre moins 20 et moins 53% des remises, c'est ça sur les machines? Oui, c'est ça. On a vu sur la page de graphe qu'on pouvait avoir des écarts entre les régions des différents fournisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Alors, hop, on va revenir ici. Donc, on va reprendre notre serveur Linux. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les impacts, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir des impacts assez forts selon les régions entre les gabarits de VM. Donc on va faire une comparaison entre une VM qu'on a pris ici qui faisait 2 CPU, 4 Go de RAM, et puis une autre VM plus grosse. Si je dis le serveur en question aurait cette fois-ci que je reprenne ma fiche, 8 CPU et 64 Go de RAM. Voilà, et on va regarder les résultats. Alors, si je prends notre VM de base qu'on a demandé tout à l'heure, chez Google par exemple, on passe entre 2 régions. Alors là, on n'est que sur la zone Europe. Bien sûr, il y a toutes les autres régions du monde qui seraient concernées par l'exercice. Ici, on a filtré pour simplifier un peu l'exercice. Juste sur l'Europe, toutes les régions qui sont techniquement éligibles à l'hébergement d'un projet local en termes de latence. On a 13% d'économie entre Francfort et Hamina. Donc Hamina, c'est en Finlande, si je dis pas de bêtises. Juste par le choix de la région, on a un levier assez important. Si je prends chez Amazon,
Hop, ici on est entre 74 et 82, donc on est à 10% d'écart. Tout ça de tête, hein, bien sûr. Voilà, parfaitement. Et alors si je prends Azure, alors Azure, il y a une petite spécificité, hein, c'est que je remercie beaucoup la ville de Marseille de nous accueillir aujourd'hui, mais je vais dire, mauvaise nouvelle, c'est que vous avez la palme de la région cloud la plus chère au monde, tout provider confondu, à l'exception près de Sao Paulo, mais ça reste dans le top mondial des régions les plus chères. Et donc on est entre 77 et 106 euros, donc 27% d'écart sur cette partie-là. Nos collègues de Marseille, de Triptyque, nous ont expliqué que c'était à cause des financements pour les hommes politiques, mais je sais pas. Alors, on voulait faire une comparaison avec un autre type de VM tout à l'heure, donc on va choisir le scénario où on a pris une VM plus grosse, et on va voir que selon le type de VM, là on a un écart qui est encore plus important, et ici on est passé à plus de 30% d'écart. Alors, on va peut-être essayer de voir un peu qu'est-ce qui justifie un écart aussi important. En fait, dans le détail, on voit que ici, sur la région de Dublin, l'instance qui est la plus intéressante, c'est une E8A SV4 pour ce dimensionnement-là. Et à Marseille, c'est pas le même type, c'est une E8V3. Donc en fait, sur toutes les régions, on n'a pas forcément les mêmes gabarits d'instances qui sont disponibles. Et en l'occurrence, ici, la différence, elle se fait sur la disponibilité ou pas de processeurs AMD, enfin d'instances à processeurs AMD sur la région Irlande, qui sont pas disponibles, par exemple, dans la région Marseille. Donc le choix des types d'instances a un impact assez fort sur les tarifs qu'on a sur une région donnée. Ok, donc sur les régions, en résumé, on a entre 10 et une trentaine de pourcents d'écart sur les régions Europe, en tout cas d'un provider à un autre, ce qui est assez massif et qui peut être encore plus massif en fonction de la spécificité de votre parc et de vos tailles de machines finalement. Il y a un troisième sujet qui est souvent évoqué dans la partie FinOps, c'est le scheduling, donc c'est le fait d'éteindre et d'allumer les machines quand on les utilise pas, la nuit, les week-ends, etc. Quel impact ça peut avoir sur la facture ? Alors, on va refaire encore un exercice, donc je vais prendre un serveur sur lequel on est prêt à s'engager pendant 3 ans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 scénarios. Donc un scénario avec le serveur allumé à 25%, qui représenterait le taux d'allumage d'une machine qui tournerait uniquement en heure ouvrée à peu près. Donc ce serait une machine à 160 heures par mois. Hop. On va faire un deuxième scénario qui serait à 50%. Donc là, ça représenterait une machine allumée la moitié du temps, hein, donc avec des équipes de développement un petit peu offshore ou des choses comme ça, c'est des use cases qui peuvent arriver. Ou des développeurs qui travaillent beaucoup aussi. C'est ça. Hop. Et donc là, on est à 360 heures. Et puis on va faire un dernier scénario avec une machine allumée à 80%, donc qui serait éteinte uniquement les week-ends par exemple. Qui serait allumée donc à peu près 600 heures par mois. Voilà. Hop, et on va prendre les résultats. Donc là, à chaque fois, on fait des cotations avec une seule machine, mais on pourra en faire avec plusieurs machines, c'est bien ça ? Oui. Oui, bien sûr. Donc là, en fait, dans l'outil, on a la capacité de gérer les machines comme on veut. On a des imports Excel pour faire des grosses cotations. Donc les gens qui veulent anticiper les coûts de migration de data center, par exemple, peuvent directement prendre un export VMware pour faire la cotation de la totalité du parc dans l'outil. Hop, donc voilà, donc là si je prends l'impact de la réservation, donc j'ai choisi une seule région d'un seul provider. Donc, globalement le modèle ressemble sur tous les providers, donc regardez pas le logo, hein, ça ressemblera. Voilà, et donc là j'ai les éléments de comparaison. Donc mon scénario de base, c'est cette colonne-ci, donc à 84 € par mois. Et on voit en fait, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'entre le scénario de base avec la machine allumée tout le temps et la machine allumée à 80%, finalement l'outil nous donne exactement les mêmes tarifs. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, à partir d'un certain seuil, c'est plus intéressant de réserver la machine, même si elle n'est pas allumée 100% du temps. Ce qui fait qu'ici, l'outil a estimé que ça valait plus le coup de réserver la machine. Et effectivement, on a 3% d'écart avec une machine qu'on paierait on demand sur 80% du temps. Et sur les autres, donc on a
On gagne jusqu'à 60%. Ouais, c'est ça. Alors il y a un quatrième sujet que je suis sûr que vous avez tous envie de voir. Je fais juste une petite aparté sur ce scénario-là. Si on regarde la slide de comparaison, on verra qu'on n'est pas à 25% d'allumage, ça fait pas 75% de gain, ça fait que 54%. Mais c'est la même histoire que pour les réservations, c'est-à-dire qu'on a des disques qui sont facturés 100% du temps. Donc si on éteint les machines et qu'on les rallume, les disques, eux, sont facturés 100% du temps. Donc ça justifie une différence à ce niveau-là. Si on voulait avoir les économies maximales, il faudrait pas faire des extinctions, mais des destructions et recréation de ressources à la volée par un pipeline d'intégration continue, par exemple. Ok, donc merci Sébastien. Le quatrième sujet qu'on entend souvent, c'est un peu la légende urbaine de dire j'ai un parc Microsoft, donc je vais le mettre sur Azure parce que mes licences Windows seront moins chères sur Azure. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, question intéressante. On va faire l'exercice, on va prendre 2 serveurs, un serveur Windows et un serveur Linux, donc sans frais de licence particulier. Et on va faire la comparaison entre les 2 machines. Donc, hop, je vais prendre une proposition chez chaque provider. Donc chez Google, on passe pour la Windows de 100 € par mois à 46 € par mois, ce qui fait un coût de licence à 58,37 €. Tout ça de tête encore? Tout ça de tête, parfaitement. Donc pour 2 CPU. Chez Amazon, on passe de 135 à 74, ce qui fait 60,72 € de frais de licence, donc un petit peu plus cher que chez... Non, pardon, GCP c'était 53 et Azure c'est 58, donc AWS pardon c'est 60. On va y arriver. Ok, donc en conclusion, donc effectivement GCP 53, Azure 58, AWS 60, donc c'est dire GCP en fait qui serait moins cher sur les licences Azure. Exactement. Alors c'est pas le résultat qu'on avait il y a quelques semaines. On avait fait la même présentation à Lyon il y a de ça un mois, et le résultat était que Azure avait à peu près 5% d'économie sur le coût de la licence par rapport à GCP et Amazon qui eux étaient pile poil alignés au centime sur le coût de la licence. Et là aujourd'hui, les conditions tarifaires ont changé et le coût de la licence est devenu un peu moins cher chez GCP que chez Azure pour la licence pure. Alors, très intéressant. Sur les 3, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours la possibilité de ne pas payer la licence chez le provider. Donc, si vous avez déjà un parc en data center avec des licences déjà provisionnées, il y a toujours des possibilités de mobilité des licences pour ne pas repayer les licences chez le cloud provider dans tous les cas. Effectivement, si vous voulez payer moins cher que 53 €, ramenez-les de votre data center, ce sera plus efficace. Peut-être une dernière démo sur la performance de stockage. Alors ça, on sait que c'est toujours assez délicat quand on crée un serveur sur le cloud. On nous pose plein de questions sur est-ce que je dois prendre du SSD ou pas, est-ce que je dois prendre des IOPS réservés ou pas. On a tendance à prendre la même chose qu'en data center, c'est-à-dire du SSD, mais est-ce que c'est bien ce qui est le plus efficace économiquement? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a catégorisé en fait dans notre outil les stockages sur 3 typologies d'usage. On a des stockages standards qui sont plutôt des usages à destination d'OS et d'hébergement d'applications classiques. On a du high performance qui est plutôt orienté database en général. Et on a du low performance qui est plutôt orienté log ou archivage de données sur lesquelles il n'y aurait pas beaucoup d'accès. Et on va faire pareil. Voilà, donc chez Google, on passe de 3 € à 15 € selon la typologie de stockage. Alors on voit que il n'y a pas de typologie typiquement low performance chez Google, ça n'existe pas. Donc il y a des disques magnétiques qui ont des performances quasiment de SSD chez les autres providers. Donc nativement, on a des performances assez bonnes, mais on a un rapport du coup de 1 à 5 entre les différents types de stockage. Chez Azure, le ratio est donc de 1 à 4 entre le low performance et le SSD. Et chez Amazon, alors là pour le coup on a un tarif qui explose sur la partie haute performance.
qui passe sur un ratio pareil de 1 à 5, mais sur une base qui était déjà plus importante. Alors ça s'explique du fait que le modèle technique derrière n'est pas tout à fait le même, du fait que chez Amazon, quand on achète un disque haute performance, on a aussi un provisioning dédié de capacité I/O, qui n'est pas tout à fait le modèle que propose un Azure ou un Google, sur lequel les capacités sont beaucoup plus mutualisées. Donc c'est plus cher, mais c'est pas tout à fait exactement le même produit non plus en termes de comparaison. Alors peut-être on peut afficher une synthèse un peu sur la partie disque, parce que du coup on est passé un peu vite. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les disques varient de 4 euros à 60 euros en fonction des fournisseurs et en fonction des performances. Donc c'est très important de faire le sizing avec vos vrais besoins et de pas cliquer sur les options un peu standard SSD qui sont proposées, parce que ça peut avoir un impact massif sur la facture. Alors on vous l'avait promis en fin de présentation, c'est la comparaison entre les fournisseurs. Donc globalement on vous a mis des screenshots ici de l'ensemble des tiercés sur les cas concrets qu'on a fait depuis le début de l'exercice. La conclusion qu'on voit, c'est que malgré tout, Google ressort quasiment tout le temps moins cher que les autres fournisseurs. Entre Azure et Amazon, ça peut changer en fonction des cas d'usage. Et il arrive qu'Amazon arrive à frôler avec les performances de Google d'un point de vue économique. Si on conclut un petit peu sur les éléments qu'on a vus, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on peut changer de fournisseur, on fait un gain d'environ 15%. On peut choisir les bonnes performances de stockage, qui peut nous faire un gain jusqu'à 18% sur le prix du serveur global. Les licences OS, qui peut faire un gain d'environ 3%. Le scheduling, donc l'arrêt relance la nuit et les week-ends, qui fait un gain de 50%. Les régions, d'environ une trentaine de pourcents. Et les upfront et les réservations, c'était le premier exercice, qui fait un gain jusqu'à 50%. On pourrait aller plus loin et on pourrait voir tout un tas d'autres sujets, typiquement les coûts de bande passante, les performances de stockage avancé, l'object storage, le backup et puis d'autres services PaaS, les instances de dernière génération. Chez Amazon, on a les M3, les M4, les M5, mais les M5 sont plus performantes et moins chères que les M4, qui étaient elles-mêmes plus performantes et moins chères que les M3. Et à chaque nouvelle génération, on a des nouvelles optimisations à réaliser. Et puis on pourrait aller même encore plus loin avec par exemple les CPU AMD. On n'en a pas trop parlé, mais ça fait aussi un gain assez important sur les licences et sur les serveurs. Les spot instances qui vont avoir des économies drastiques pour des usages spécifiques de type big data ou même parfois du dev. Les shared CPU, donc les instances T chez Amazon ou les équivalents chez les autres providers, qui font des énormes économies sur la partie licence OS, parce que les licences sont basées sur les CPU, donc quand on est en shared CPU, on est aussi en shared licenses. La partie custom instance versus gabarit chez GCP, les licences de la marketplace sur la partie SQL et puis les autres services qu'on peut trouver, vos conditions d'achat spécifiques, donc vous avez tous négocié des contrats avec les fournisseurs de cloud sur lesquels vous avez des remises par rapport au volume, et donc ça doit être pris en compte dans les calculs qui sont réalisés. Voilà, donc en conclusion, l'offre de Cloudizer, donc on est là pour aider un peu les entreprises à y voir clair sur toutes ces options d'achat. On est une société de conseil sur la partie FinOps. Notre offre est découpée en 4 piliers. Le premier pilier, FinOps Start, donc on aide les entreprises à calculer leur ROI sur le cloud, notamment en utilisant la calculette. Et on aide aussi à animer des RFP pour sélectionner le bon cloud provider. La deuxième offre, c'est FinOps Optimize. Donc là, on fait des audits sur les souscriptions cloud et on se rémunère uniquement sur un pourcentage des gains qu'on vous fait obtenir sur votre facture. Le troisième sujet, c'est FinOps Control. Donc, on définit avec vous les politiques d'usage du cloud. La dev, ça se schedule. Le sandbox, ça se supprime automatiquement au bout de 2 semaines. On définit tout ça ensemble et puis on automatise tous ces process-là. On vous met en place des reporting par métier, par application, par environnement. Et puis, on va faire aussi des formations aux architectes pour être sûr qu'ils prennent en compte le FinOps dans leur design et aux managers pour qu'ils puissent comprendre un peu ce qu'ils manipulent quand ils manipulent les budgets cloud. Et la dernière offre, c'est l'offre FinOps Watch. Donc là, on fait une veille technologique continue avec les dernières news FinOps du moment. Et on se revoit une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois pour faire une petite passe sur votre facture. Et pour l'ensemble de ces services, donc on s'appuie sur notre application que vous avez vu du coup en long, en large et en travers là sur la démo. N'hésitez pas à vous créer un compte sur cette application. Elle est pour le moment 100% gratuite. C'est en bêta. Ça deviendra payant d'ici quelques semaines, mais en attendant, profitez-en.
Et un dernier message qu'on souhaite faire passer, avant peut-être de passer à quelques questions-réponses si on a le temps, c'est que faire du FinOps, c'est aussi un moyen de faire attention à la planète, réduire sa consommation en termes de serveurs, scheduler ses serveurs, faire du right sizing. Tout ça, c'est réduire son empreinte écologique, réduire la consommation d'électricité qu'on fait, réduire le CO2 qu'on émet, réduire l'eau qu'on utilise pour créer les serveurs, etc. Et voilà, juste par un petit indicateur, une VM, c'est l'équivalent de 15% de la consommation d'un être humain sur la planète. Donc quand je vais scheduler une cinquantaine, une soixantaine de VM, je génère l'équivalent d'énergie pour autant de personnes. Donc c'est vraiment massif. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et donc on sera sur le salon le reste de la journée. Si vous avez des questions, puis ou à la fin, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Oui. Comment vous calculez le pricing sur le on-premise ? Alors en fait, on utilise des ABAC sur des prix CPU RAM disk. Il y a des petites spécificités. Ah oui, c'était comment on calcule le pricing sur le on-prem. Il y a des petites spécificités, c'est que par exemple sur le on-prem, on a désactivé la notion de scheduling. Donc si vous utilisez une VM 2 heures, vous allez la payer un mois parce que dans votre data center, vous n'avez pas de notion de scheduling. Donc on a ces prix d'ABAC au CPU RAM disk, licence Windows, etc. Et vous pouvez charger vos propres prix. Donc si vous connaissez vos prix de data center, vous pouvez les rentrer dans l'application et ça vous costera aussi ça vous fera une comparaison entre votre data center et le cloud public. J'ai une question sur les services, parce que là vous avez parlé de VM, d'instance VM, etc. Est-ce que vous allez dans les services ou dans le serverless ? Alors on a quelques services qui sont donc est-ce qu'on fait du PaaS globalement puis du serverless sur les comparaisons de costing. Donc vous avez vu, on a quelques services additionnels type Object Storage, donc notamment pour tout ce qui est site web statique, ça peut déjà être une réponse. La bande passante également. Et on rajoute en ce moment des services additionnels, donc Kubernetes, Database, Functions et Load Balancer. Voilà, c'est les principaux services qui sont utilisés, qui couvrent en général 80 à 90% de la facture de tout à chacun. Et donc c'est ça qu'on va couvrir dans la calculette. L'application, par contre, elle-même est développée en serverless. Alors, est-ce qu'on supporte des providers français? Donc, Scaleway, on est en discussion avec eux pour les ajouter à la calculette. OVH, c'est prévu aussi. On a fait un peu, quand même, là encore, 80-20. Pareto est notre ami. Donc, on a privilégié les cloud providers les plus présents. Mais effectivement, donc Scaleway, Alibaba, on est en discussion avancée avec ces deux fournisseurs-là. Et OVH sera probablement l'un des prochains aussi. L'accès aux données, c'est fait par un partenariat donc avec des providers que vous venez de citer. Alors, en toute transparence, l'accès aux données, les données de facturation, vous le savez tous, elles sont publiques. Donc, il y a des API qui sont produites. Donc, nous, on va récupérer ces API de manière quotidienne pour mettre à jour les prix quotidiennement dans l'application. Et on échange avec les fournisseurs pour avoir des cofinancements pour qu'ils puissent nous aider un petit peu sur le développement de l'ajout d'un fournisseur parce que c'est pas complètement trivial. Donc, on leur demande de participer au développement sur cette partie-là pour les ajouter à la calculette. Il y avait une question au fond? Non? Ah, pardon. Ah, d'accord, ok. Ouais, dernière question. Et du coup, vous hébergez votre application sur quel cloud? Ah, super question. On héberge l'application sur Amazon parce que en fait, on avait des grosses compétences sur la partie serverless Amazon et que du coup, on a voulu les mettre à profit sur cette partie-là. À titre indicatif, sur les 4 environnements de l'application, le budget d'hébergement est de 35 € par mois sur l'ensemble de la stack. En termes de bande passante, le moins cher pour le moment, ce serait aussi GCP. Voilà. Mais là encore, ils ont un positionnement de challenger, donc ils achètent un peu le marché. Ils ont des prix qui sont très agressifs, on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Merci à tous et on est à votre disposition pour la suite. Merci. Merci.